Bonjour à toutes et à tous, bonjour Clémence. Bonjour. Donc nous vous retrouvons aujourd'hui dans notre nouvelle émission Enjeux RH et le monde informatique consacrée aujourd'hui à la rémunération et aux conditions de travail à l'heure de la grande démission, des difficultés de recrutement rencontrées par bon nombre d'entreprises. Alors entre sens et place du salaire, quête de sens proprement dit, rémunération juste, nous recevons d'abord Jean Pralon, notre expert pour commencer l'émission. Il est psychologue et enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie et il nous aidera à comprendre les grands enjeux liés à cette rémunération. Nous recevrons ensuite deux DRH, Christine Badarelli de la Casden Banque Populaire, qui nous expliquera ce que l'entreprise a mis en place en termes de qualité de vie au travail et de conditions de travail, notamment des formations pour les managers. Et puis nous recevrons ensuite Pierre-Emmanuel Bourgoin, DRH à la SACD. La mission même de l'entreprise répondant à la question du sens du travail, il nous racontera comment elle déploie un dispositif spécifique d'intéressement, un accord de télétravail ou encore des horaires modulables. Enfin, nous recevrons également une start-up, comme dans chacune de nos émissions. En l'occurrence, c'est la start-up Figure, dont le DG et cofondateur Virgile Ringard nous rejoindra. Figure travaille sur les données RH des entreprises pour aider dans leur politique salariale d'autres entreprises. Il nous parlera aussi du rôle du salaire et de la transparence sur la politique salariale dans l'intérêt de la rémunération. Merci encore de nous avoir rejoints. Sans plus attendre, nous retrouvons Jean Pralon, notre expert de l'EM Normandie, pour entamer notre matinée. Nous accueillons maintenant notre premier invité, Jean Pralon. Bonjour. Bonjour. Donc Jean Pralon, vous êtes psychologue et professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. Vous êtes également chercheur, vous étudiez en particulier les comportements des candidats vis-à-vis des recrutements, des annonces, etc. Et avec vous, puisque c'est notre sujet du jour, on va essayer de poser les grands enjeux liés à la rémunération, au salaire, à la quête de sens et à tous ces éléments, que ce soit des enjeux pour les entreprises ou pour les candidats ou pour les employés. Donc pour commencer, je voulais avoir justement votre point de vue sur l'idée même de salaire, sur la notion de salaire et de rémunération. Alors, salaire et rémunération, c'est pas pareil. Oui, déjà, on peut distinguer. Le salaire, c'est ce que va percevoir le collaborateur en échange de sa rétribution, de sa contribution, pardon. Donc, c'est un équivalent du travail. La rémunération, c'est beaucoup plus compliqué. La rémunération, c'est bien sûr la somme de tout l'argent distribué par l'entreprise en échange du travail des gens qui travaillent pour elle, mais c'est aussi un système, ça devrait être un système. C'est-à-dire que ça devrait être une politique de gestion par laquelle on va avoir à la fois des enjeux fiscaux, parce qu'il y a aussi une part de fiscalité dans la rémunération, mais aussi les enjeux de management, qui sont comment on motive les gens, comment on les engage et comment on les fait rester. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, puisque se posent pour les collaborateurs des questions d'image de leur salaire, de leur rémunération, et de l'équivalent de ce qu'ils donnent pour ce qu'ils reçoivent. Alors peut-être revenons sur le salaire, justement, sur le salaire et votre point de vue sur le sujet, sur l'aspect financier de la rémunération. Alors l'aspect financier, c'est en gros combien je perçois tous les mois par rapport à ce que je donne en échange de ça. Le paradoxe de cette équation-là, c'est que très souvent, on se dit que mieux on est payé, ou plus on est payé, mieux c'est. En fait, se pose des questions quanti et quali. Commençons par la partie quali. Comment est-ce qu'on apprécie les performances et qu'est-ce qu'on apprécie plutôt comme étant le salaire de base. Et donc se pose plein de questions sur comment on met du variable, sur quels aspects on fait porter l'attention des collaborateurs et surtout comment ça construit une image qui donne du sens à l'implication des collaborateurs. Et donc le plus n'est pas forcément le mieux. On en parlera sûrement après, mais se dire que plus on paye les gens, plus ils sont contents et plus ils vont vouloir rester, c'est fondamentalement faux. Ça, c'est sur l'aspect un peu quali. On peut en parler d'ores et déjà, Oui. si vous voulez élaborer sur le sujet, parce que Oui. après, on parlera justement de cet élément de la rémunération qui est finalement la quête de sens, le sens au travail aussi. Mais je crois que vous avez un point de vue assez particulier sur ce que le salaire et cette partie de la rémunération représente à la fois pour l'employé et pour l'entreprise. Alors, il n'est pas forcément très particulier, mon point de vue est même assez basique. C'est de rappeler que l'enjeu de la rémunération, c'est plus une question d'équité que de quantité. On sait très bien depuis plein de travaux assez anciens que si je suis
payé à peu près autant que ceux qui bossent autant que moi, j'ai un sentiment d'équité, je suis ni surpayé ni sous-payé, et au fond, ça construit un préalable de justice qui est plutôt favorable à l'engagement. Si au contraire, je perçois qu'il y a ce décalage entre ce que je reçois par rapport à ce que je donne, par rapport à d'autres qui seraient dans une position comparable, même si je suis très bien payé pour ce que je fais, si j'ai le sentiment que c'est inéquitable par rapport aux autres, ça crée de la démotivation. C'est en ça que très bien payer les gens, sans corréler ce niveau de rémunération à ce qu'ils apportent et à quoi ils pourraient se comparer dans la même entreprise, c'est plutôt désengageant finalement. Et puis, que se passe-t-il aussi si on fait du salaire l'élément principal finalement du panier rémunération, on va dire, pour attirer ou pour retenir? Alors d'abord, on va sûrement en parler, mais attirer et retenir, c'est une question de management, c'est pas une question de rémunération. Et on sait bien quand même, paradoxalement, que les rémunérations, donc c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, hein, donc c'est de la motivation en dehors du travail, c'est nécessaire, sinon on ne travaillerait pas, on travaille pour un salaire, mais que c'est une très mauvaise forme de rémunération. Parce que payer quelqu'un ou l'inciter à avoir des comportements, non pas pour ces comportements-là, mais pour ce qu'ils permettent d'apporter, ça crée un sentiment qui est que, puisqu'il faut être payé pour le faire, ça signifie qu'en soi, ça n'est pas intéressant. Et donc, Je ne le ferais pas si j'étais pas payé. Exactement. C'est le cas de plein de primes. Alors, le salaire de base, bon, il faut bien travailler pour vivre, et on va bien au travail pour avoir un salaire. Mais pour plein d'éléments de rémunération périphériques et plein de primes, très souvent, ça obtient des résultats, puisque les gens font ce pourquoi ils sont primés. Mais très souvent aussi, ça les amène à penser que s'il faut avoir une prime pour ça, ça veut dire que donc intrinsèquement, c'est pas très intéressant en soi. Et donc ça vide de son sens plein de choses. Et donc, si les personnes ne viennent pas au travail pour le salaire, si c'est pas la première motivation qu'ils ont, qu'est-ce qui les motive finalement aujourd'hui à venir et à travailler tous les jours? Travailler précisément. L'activité de travail, c'est quelque chose qui est mobilisateur d'un point de vue psychologique, bien au-delà du salaire que ça permet de rapporter. Et donc, on peut venir au travail aussi pour le travail en lui-même. Alors évidemment, on a besoin de travailler pour vivre, et donc le salaire est nécessaire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais le vrai point à regarder pour motiver les gens et pour les engager, ça n'est sûrement pas de les surpayer, c'est de s'interroger sur les conditions de travail et ce qui fait du sens quand on est soi devant son travail. Et donc, vous parlez finalement d'une sorte de quête de sens dans cela. Qu'est-ce qu'elle englobe, on va dire, les quelques piliers qu'englobe la quête de sens aujourd'hui? Alors c'est bien qu'on en parle parce que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de quête de sens, mais en général on s'arrête là. Il y a une quête de sens, mais sens de quoi? Dans les travaux qu'on peut conduire, on y met trois choses. On observe que les salariés engagés, durablement engagés, satisfaits, etc., sont motivés ou sont très liés à trois choses. La première, c'est le sentiment du travail bien fait. Ce qui est une source d'engagement, de motivation, c'est le sentiment de pouvoir rentrer chez soi le soir en se disant « aujourd'hui j'ai fait du bon travail et donc j'ai travaillé à la hauteur de ce qui est pour moi du bon travail ». Et ça, c'est en soi une petite évidence, mais ça demande pour y accéder et pour y réfléchir, quand on est manager, de se décentrer. Très souvent, quand on est manager et qu'on encadre des gens qui ont un niveau de qualification faible ou inférieur au sien, on se dit que tout travail non intellectuel, tout travail qui n'est pas lié à des longues études, est un travail finalement assez peu intéressant, et beaucoup de managers, et peut-être de RH, ont du mal à questionner l'intérêt intrinsèque d'activités qui ne sont pas des activités très liées à des qualifications élevées et à des niveaux de responsabilité élevés. Donc le premier pilier, c'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'éthique productive, c'est-à-dire quelle est mon éthique en tant que salarié et qu'est-ce que c'est que le travail bien fait. Le deuxième pilier, c'est l'identification, l'identité. Tous, autant que nous sommes, nous avons un besoin fondamental de nous définir par des appartenances sociales. Et donc, une entreprise qui donne à ses salariés un sentiment d'identité, dire je suis un, alors je suis un EDF, je suis un, etc., se sentir appartenir durablement à un collectif et pouvoir se définir par ça, c'est un besoin fondamental. Et vous remarquerez au passage que, alors c'est un petit peu différent depuis qu'il y a cette crise du recrutement, et où la question de la fidélisation redevient un sujet important. Mais pendant très longtemps, on a beaucoup promu les parcours un peu nomades d'entreprise en entreprise, et qui étaient très difficiles à assimiler pour beaucoup de salariés, parce que ça ne nourrissait pas ce besoin d'appartenance. On a tous un besoin d'appartenance, alors parfois il est lié à une entreprise, parfois il est lié à un métier. Les médecins par exemple, on a l'appartenance à un corps de métier très fort, mais il y a beaucoup de gens, et la plupart des gens ont ce besoin de se dire j'appartiens à un collectif durablement.
et je m'identifie à ce collectif dans une durée un peu longue. Ça, c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième, c'est une éthique sociétale. C'est se dire que même si j'adore mon travail et si je m'y épanouis, même si j'appartiens à un collectif qui me donne de l'identité, ce que je fais contribue au mieux à appartenir, à développer un mieux-être pour mes camarades humains, ou au pire, ne contribue pas à dégrader une part de l'humanité ou des conditions de vie pour d'autres personnes. Et si on veut que les choses aient du sens, il faut ces trois choses-là. Se dire qu'on fait du bon travail, se dire qu'on appartient à un collectif, et se dire que ce bon travail qu'on fait n'a pas d'impact négatif sur la planète, l'humanité, etc. D'accord. Donc là, on a une description très claire de ce qu'est effectivement le sens au travail. Maintenant, très concrètement, pour un DRH, qui est notre audience d'aujourd'hui, comment est-ce que ça peut se traduire en action? Alors, par rapport à la rémunération et puis vers là, je pense que d'abord la rémunération, c'est une question d'équité. Il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus. C'est s'assurer que des gens qui font un travail comparable avec des niveaux de performance comparables obtiennent des rétributions qui sont comparables. Voilà. Et ni plus ni moins. Veiller à ça. C'est pas forcément facile à faire. Mais au moins se donner comme objectif l'équité, faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens surpayés ni des gens sous-payés, et que si je me compare à mes collègues qui font le même travail avec le même niveau de performance et d'engagement, au fond, je suis à peu près dans la même moyenne. Ce qui veut dire aussi peut-être communiquer sur des moyennes, justement. Il y a un débat sur faut-il être transparent sur la rémunération. Oui. Peut-être que ce n'est pas indispensable de communiquer le salaire de tout le monde, mais en même temps, communiquer sur des moyennes, etc. Bon, peut être plus clair là-dessus. Et après, sur la question du sens, alors en tout cas sur les deux premiers piliers, sur l'éthique productive et donc sur le sentiment du travail bien fait, je pense que pour beaucoup de DRH et pour beaucoup de recruteurs, ça signifie se reconnecter au travail. Alors au travail, au métier, c'est-à-dire essayer d'être un expert, pas uniquement des processus, pas uniquement d'une stratégie RH sophistiquée, mais se reconnecter au cœur de l'activité des gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire, quand on est dans l'industrie par exemple, avoir une idée un peu précise de comment on fabrique les choses, comment on fait les choses, quelles sont les machines, comment elles fonctionnent, quels sont les produits, voilà, aller vers ça. Quand vous dites avoir une idée de ça, c'est pour l'ensemble de l'entreprise, pas uniquement pour les personnes concernées par le métier lui-même. Oui, c'est ça. C'est que ce soit pour les RH. Que le métier soit clair pour les RH. Si je prends le cas du recrutement, qui est peut-être un petit peu atypique, mais quand même, on a connu pendant de nombreuses années des recruteurs qui étaient des seniors de l'entreprise, qui étaient des gens qui connaissaient bien les métiers, qui avaient exercé longtemps, qui connaissaient bien les gens aussi, et qui pouvaient recruter des collaborateurs sur la base du métier, justement. Alors, ils avaient plein de défauts, ils étaient plein de stéréotypes et de discriminations potentielles, donc voilà, il fallait un petit peu les cadrer, mais ils avaient cette connexion au métier. J'ai parlé de l'industrie, dans la banque, c'était très longtemps le cas, où on voyait d'anciens des réseaux commerciaux qui connaissaient bien les métiers, bien les managers, et qui pouvaient faire des appariements très malins, en disant tel nouveau collaborateur, je le mets avec tel manager, et ça fera des alliances qui vont fonctionner. Donc ce niveau de précision par rapport au métier et par rapport aux managers et aux individus, on l'a un peu perdu, en le remplaçant par des experts de la technique du recrutement, qui sont des gens sûrement très fiables du point de vue de l'expertise, qui sont sans doute beaucoup plus au courant des questions de discrimination que leurs aînés, mais qui ont peut-être perdu cette connexion métier, voilà, cette connexion avec le travail et le métier. Et ça, c'est le seul aspect de se reconnecter avec le métier. Et puis sur l'identité, qui est un peu le deuxième pilier du sens, et c'est le long terme, c'est aussi permettre à des collaborateurs de se connecter avec de la visibilité, avec se dire que, au fond, je suis recruté là, j'appartiens à ce collectif, et ça n'est pas conditionnel, ça n'est pas je reste ci. C'est plutôt en temps de croisière ordinaire, voilà, je fais partie de ce collectif me respecte, me reconnaît, apprécie mon travail, et donc j'en fais partie. Mais cette quête de sens aujourd'hui, est-ce que c'est pas le privilège aussi des personnes qui sont diplômées ou cadres? Parce qu'à la fin de la journée, on a aussi tous besoin d'argent pour vivre. Est-ce qu'on est tous égaux face à la quête de sens quand on cherche un travail? Alors, deux choses. D'abord, effectivement, il y a même trois choses. La première, c'est que la quête de sens, le besoin de sens n'est pas le privilège des cadres. C'est le cas de n'importe quel être humain qui a besoin de trouver le sens dans ce qu'il fait. Après, il est évident que la quête de sens, telle qu'on la formule souvent, peut provoquer une espèce de fuite en avant, notamment quand le marché du travail est très fluide,
où on va très vite se dire mais en fait cette boîte me convient pas, et puis essayer la prochaine, et puis il y a comme ça des gens qui sont dans une espèce de boule de neige un peu folle, à rechercher toujours un métier, sans comprendre bien les critères qui feraient que ce métier pourrait leur convenir. Donc il y a ce mécanisme-là qui est un peu fou, qui est d'inciter à la recherche de quelque chose sans le définir précisément, et puis comme ça des gens qui vont être trop mobiles. Alors, je pose la question, c'est aussi, c'est pas forcément que tout le monde n'a pas le droit à la quête de sens, c'est simplement que parfois on n'a pas les moyens de choisir le travail pour le sens. Ouais. Alors oui. Parce que c'est un besoin économique, Oui, d'abord. mais le point que je voulais, c'était mon troisième point que j'avais oublié. Pardon. Le troisième point qui m'est revenu entre-temps, c'est qu'il y a un phénomène dont on parle assez peu, c'est le pourcentage de gens qui vont renoncer à retrouver un travail dans leur métier et qui vont aller chercher un emploi qui, lui, est purement économique, hein. Et des gens qualifiés, il y en a plein dans les bac plus 2, bac plus 3, qui ont expérimenté une fois ou deux leur métier dans des entreprises, qui se sont rendus compte que c'était pas là, en fait, que ça pouvait se réaliser, que leurs compétences étaient parfois un peu maltraitées, parfois très mises en process, et donc on les privait d'une capacité à créer, à faire un travail propre, etc. Et qui donc vont aller chercher des emplois purement rémunérateurs, sans l'associer à la question du sens au travail, en se disant là je ne serai pas déçu. Voilà. Et là il y a une espèce de fuite, fuite de compétences qui est assez tragique, puisque ça affecte des bac plus 2, bac plus 3, qui sont dans le gros du marché du travail, qui sont des gens qualifiés, et qui pourraient trouver un emploi qui pourrait leur plaire, pourvu qu'on puisse poser cette réflexion sur le travail, l'éthique au travail, la performance au travail et la connexion avec le métier, de façon à les reconnecter, à les remettre en face avec les compétences dont ils disposent. Mais Jean Pralon, merci beaucoup. Merci. Donc, on a un meilleur point de vue, grâce à vous, sur ce qu'est le sens au travail, hein, qui est aujourd'hui devenu un élément important de la rémunération. Et on va voir tout de suite avec notre deuxième invitée, Christine Badarelli, qui est DRH de la Casdin Banque Populaire, comment ça se traduit en pratique en entreprise. On la retrouve tout de suite. Nous recevons maintenant notre premier témoin, Christine Badarelli, DRH de la Casdin Banque Populaire. Christine Badarelli, bonjour. Bonjour. Donc, je vais commencer avec une question assez simple. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité de la Casdin Banque Populaire ? Oui, bien sûr. Donc, la Casdin Banque Populaire, c'est une banque coopérative de toute la fonction publique. Donc, nous accompagnons nos sociétaires dans leurs projets en leur proposant une offre d'épargne, de crédit et de caution. La particularité, je pense qu'il faut qu'on se le dise dès maintenant, de cette coopérative créée par des enseignants pour des enseignants, c'est qu'elle est construite sur un modèle affinitaire, hein. Elle repose sur des valeurs d'entraide, de coopération, de solidarité. Le modèle est assez simple, on va le résumer, et assez disruptif pour une banque. J'épargne, donc je confie mon épargne, elle n'est pas rémunérée dans la coopérative, je confie mon épargne dans la coopérative. Elle n'est pas rémunérée, ce qui est important et différenciant. Elle n'est pas rémunérée, alors de nos jours ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est toute la force du modèle. Et puis j'acquiers des points, donc c'est une épargne à points, et le moment venu, quand j'ai besoin d'un crédit, consommation, crédit immobilier, eh bien j'obtiens grâce à mon système de points et mon épargne des tarifs qui sont particulièrement intéressants et défiant toute concurrence. Et petite cerise sur le gâteau, je peux aussi transférer cette épargne à mes descendants ou mes ascendants qui pourront bénéficier du dispositif si un crédit est nécessaire. Peut-être quelques chiffres pour qu'on ait une idée de la taille en effectifs, en revenus. Alors, c'est une banque à taille humaine, hein, notre coopérative. Nous sommes environ 600 collaborateurs, dont un tiers est réparti sur le territoire et en Outre-mer, où nous sommes également présents. En parallèle, et c'est aussi une deuxième singularité de notre modèle, c'est que nous avons aux côtés de ces collaborateurs un réseau de militants qui sont des agents de la fonction publique en exercice, et qui s'engagent volontairement à nos côtés pour promouvoir la Casdin. Qui ne sont pas des employés. Hein. Qui ne sont pas des employés, ils sont agents de la fonction publique, hein, vraiment en exercice, en activité, et ils s'engagent donc à nos côtés pour promouvoir notre offre auprès de leurs collègues sur tous les versants de la fonction publique. Alors, ce dont on va parler avec vous aujourd'hui en termes de rémunération, c'est que pour vous, alors évidemment, le salaire, le package rémunération financière, ticket restaurant, etc., avantages, c'est un minimum vital, c'est pas forcément l'élément central aujourd'hui, que ce soit pour fidéliser ou pour recruter. Peut-être on peut commencer par ça. Oui, c'est ça, Emmanuel. Enfin, pour nous,
C'est la sécurité, c'est important de nos jours dans un contexte inflationniste que l'on connaît, le coût de la vie est quand même augmente significativement, donc on est sur le besoin de rassurer, donc des systèmes de rémunération qui soient au bon niveau, sur un marché, encore une fois, un marché du travail un peu tendu, avec des profils, la rareté, la pénurie de certains profils, donc comme possible surenchère, mais donc c'est de trouver notre enjeu RH, là, trouver le bon niveau de rémunération à proposer. Ce niveau de rémunération de base, il est chez nous complété par des systèmes d'intéressement, de participation, de plans épargne salariale qui sont abondés par l'employeur. Et puis bien sûr par des avantages connexes. À titre d'exemple, on participe aux frais de garde pour la petite enfance, on verse des primes de scolarité. On sait que le mois de septembre est souvent un budget, a souvent pour conséquence un budget important pour les familles. On participe à des frais de transport de manière supralégale, on fait du covoiturage et on abonde le covoiturage, on participe à l'achat de vélos, enfin il y a plein de sujets qui sont négociés avec nos partenaires sociaux et qui apportent un complément plutôt sympa à la rémunération de base et à ces systèmes collectifs d'intéressement et de participation. Mais à côté de ça, donc en fait, c'est un peu le package de base, comme je disais dans la question précédente, mais à côté de ça, vous travaillez beaucoup sur, on va dire, peut-être la qualité de vie au travail, mais aussi tout ce qui vient autour de cette rémunération, avec pas mal d'initiatives. J'aimerais bien qu'on en évoque quelques-unes. Il y a par exemple l'accompagnement de projets personnels. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez mis en place un dispositif avec y compris un budget pour accompagner des projets personnels. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a satisfait ces besoins essentiels et vitaux, alimentaires, avec la rémunération, et encore une fois, ils sont essentiels, on va essayer de répondre à cette quête de sens que les collaborateurs expriment, quête de sens dans le travail. Et donc, on a effectivement, à titre d'exemple, et pour illustrer vos propos, mis en place à la rentrée 2022 une plateforme avec l'intermédiaire de Team Starter, qui est une petite start-up, plateforme de financement de projets participatifs. Ça fonctionne de manière très simple. On a chaque collaborateur dispose d'un budget qui est alloué par l'entreprise, et puis chacun de nous peut poster une proposition un projet à réaliser. Alors ce sont des petits projets, on part pas dans des trucs complètement fous, mais des petits projets simples à réaliser qui vont dans le sens de notre mission en fait, en lien quand même avec notre mission. Et puis c'est un appel à projet, donc ils postent leur projet, les collaborateurs sont séduits par cette idée, mettent le budget, et puis ça leur permet donc de réaliser leur projet. Peut-être parce que donc c'est tout récent, mais peut-être quelques exemples de types de projets qui sont proposés, de nature de projet, et est-ce que vous avez déjà une idée du niveau de succès de l'initiative? Est-ce qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de réponses? Alors c'est assez, il faut entretenir, le début est toujours un succès au départ, et puis il faut l'animer dans le temps. On a une dizaine de projets aujourd'hui qui sont lancés. Alors ça va assez classiquement, on en entend parler, constitution d'un potager. Alors les gens se retrouvent, on a la chance d'avoir un grand espace vert, donc c'est l'occasion pour les gens de se retrouver autour d'eux et puis de confier finalement les récoltes demain à des associations. C'est typiquement en lien avec l'esprit qui anime la CASDEN de solidarité, d'entraide, ou des ateliers. Il y a un projet récent là, qui vient d'être validé parce qu'ils ont obtenu l'argent nécessaire, des ateliers de prise de parole en public, en complément de ce qu'on peut faire en termes de formation, au moyen de séquences théâtrales. Enfin voilà, tout ça, ça crée de l'animation, ça crée de l'enthousiasme et ça crée de l'engagement. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, il y a un budget alloué par la CASDEN et il y a la possibilité pour les autres employés de financer, c'est ça? En fait, c'est un budget que la CASDEN alloue à chaque salarié. D'accord, qui investir ensuite investit une plateforme de crowdfunding en quelque sorte. Interne. On va peut-être maintenant parler d'un sujet encore plus central, celui des managers. On sait que le modèle de management peut parfois faire la différence entre la volonté de rester ou de quitter une entreprise, et c'est un sujet sur lequel vous vous êtes vraiment penché avec notamment des formations? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, responsables ressources humaines, on peut mettre plein de choses en place. Il faut avoir en tête, et on le lit aujourd'hui, qu'une démission sur 2, c'est la conséquence d'un management qui n'est pas adapté. Donc on mesure vraiment l'importance de
former, d'accompagner de manière régulière bien nos managers. Ils ont vraiment enfin à mon sens, ils sont vraiment des acteurs clés dans la fidélisation et ils jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement, l'animation de leurs équipes, mais aussi l'accompagnement plus individuel de leurs des collaborateurs qu'ils animent en termes de gestion de carrière, en termes de développement personnel. Donc oui, pour nous, c'est une des clés de fidélisation, mais elle est vraiment très très importante, en effet. Et donc les formations sont délivrées régulièrement, tous les managers doivent y passer ou... Alors, on est reparti là parce qu'effectivement l'entreprise continue de se transformer. On a connu le Covid, on connaît un environnement assez chahuté. Donc, on repart de pratiques existantes, actuelles, qui étaient issues d'un précédent programme qui s'appelait MC2, Manager Coach Confiance, qui aujourd'hui prend toujours tout son sens. Simplement, il faut l'adapter au nouveau mode de travail, avec ce mode de travail à distance qui s'est développé dans l'intervalle, donc hybride. Comment je gère des équipes en présentiel, en distanciel, comment j'anime tout ça, comment j'arrive à maintenir en fait ce collectif de travail avec cette distance qui s'est installée. Donc on repart de l'existant et puis on le retravaille à l'aune de ces nouveaux modes de travail et de notre entreprise qui est véritablement lancée aujourd'hui dans une dynamique de transfo. Et est-ce qu'aujourd'hui vous direz que ces initiatives et même le fait de donner du sens au travail, ça vient aussi de la nature même de la Casdin, de votre philosophie, de votre culture? Et est-ce que ce modèle est réplicable dans une autre entreprise, voire une autre banque? Alors, c'est intimement lié à ce qu'est la Casdin, à son ADN. Et alors, dire que c'est réplicable, probablement certains dispositifs peuvent l'être. Après, encore une fois, il y a vraiment un ADN qui est très très fort, qui est très singulier dans notre environnement, dans notre univers bancaire. Le fait d'avoir simplement au comité de direction des dirigeants qui sont issus eux-mêmes de la fonction publique, des anciens enseignants, plus spécifiquement, et puis des gens comme moi venant de l'entreprise, du secteur privé, ça c'est quand même assez singulier, hyper intéressant, hyper riche dans les échanges. Et donc on essaye, moi, d'apporter, d'insuffler des dispositifs et une dynamique un peu nouvelle, mais avec néanmoins un attachement très fort à maintenir ce qui fait la force et ce qui fait écho dans l'esprit des collaborateurs et des candidats. C'est un véritable atout dont on ne se prive pas dans le cadre d'échanges, parce qu'on sent bien que ces jeunes générations notamment sont extrêmement sensibles au sujet du sens, à la quête de sens, à l'entreprise à mission, et il faut être vrai, et on l'est vraiment. Voilà. Ça provient aussi de votre direction. C'est-à-dire que vous êtes aussi dirigé par des gens qui sont enseignants, d'anciens enseignants, donc avec une culture qui est transmise aussi depuis le plus haut et un soutien sur une politique RH orientée sur le sens. Tout à fait. Notre président est lui-même un ancien enseignant. Et le conseil d'administration de la Casdin Banque Populaire est composé d'agents de la fonction publique. Pour une très très grande partie, donc c'est vrai que ça part au plus haut niveau de l'entreprise, ça diffuse et ça fait écho encore une fois à bon nombre finalement de candidats et de collaborateurs. Donc on est vraiment très attachés, il y a un sentiment d'appartenance et une adhésion à l'entreprise qui est extrêmement élevée dans l'entreprise. Donc on a vraiment un enjeu de maintenir ce niveau d'engagement. Dans un contexte qui bouge, où on est tenté d'aller mettre le nez à la fenêtre, etc. Et donc, c'est véritablement un enjeu pour nos RH. Ouais. Donc, en fait, si on résume, donc il y a la rémunération qui est un package de base indispensable pour autant retenir que recruter. À côté de ça, un gros accent mis sur le sens au travail. Mais vous le rappelez aussi, ça reste un travail, donc avec des exigences de performance et qu'on se dise pas que on est dans un autre contexte que celui du travail. Ça, je vous confirme, on est quand même des financiers. et notre coopérative, elle est quand même là pour gagner de l'argent, nous sommes d'accord. Notre plan stratégique en témoigne, et 3 lignes de force, développement, performance, collectif. Ça dit bien ce que ça veut dire. On est effectivement là pour faire du business, mais dans un environnement et avec à l'esprit ce que nous sommes au plan
au plan historique en fait, dans la construction même de cette. Parce qu'il peut y avoir parfois une confusion dans cette idée de la quête de sens dont tout le monde parle aujourd'hui, comme vous le disiez, en particulier sans doute pour les nouvelles générations, les plus jeunes. Mais voilà, il peut y avoir une confusion entre cette idée de on répond à cette quête de sens, mais ça reste un travail. Ça, je vous le confirme. Et si on veut servir un intéressement digne de ce nom, il faut qu'on sorte du résultat. On peut peut-être terminer sur quelques dispositifs d'accompagnement des employés aussi que vous avez mis en place. Je pense notamment à des initiatives en rapport avec la santé, comme Cancer at Work, par exemple. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors ce partenariat, il est récent avec Cancer at Work, il date de quelques semaines, en effet. C'est tout à fait en ligne avec là encore nos valeurs d'entraide et notre implication dans le secteur de la santé, un des versants de la fonction publique. Donc on a mis en place ce partenariat. L'idée, c'est véritablement de libérer la parole autour de la maladie au travail, alors que ce soit le cancer ou que ce soit des maladies chroniques invalidantes. Donc libérer la parole, accompagner les personnes concernées et puis surtout travailler ensemble à trouver des solutions, à proposer des environnements de travail qui soient favorables au retour à l'emploi pour des personnes qui ont été absentes un temps. Donc voilà, on s'est engagé tout à fait récemment avec Cancer at Work, qui est un premier club d'entreprise sur cette thématique. Et 2 actions d'ores et déjà lancées, un baromètre auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise pour essayer d'aller chercher un peu quels sont leurs besoins, leurs attentes en termes d'accompagnement, qu'on soit concerné ou qu'on soit manager, collègue, c'est pas forcément simple d'aborder ces sujets-là. Donc comment travailler sur les comportements. Donc fort de ce diagnostic, on pourra bâtir un plan d'action avec les personnes de l'entreprise. Et puis une deuxième action qui est d'ores et déjà planifiée, qui est de participer à des job dating extérieurs, donc RH, salariés du métier, managers ou non d'ailleurs, vont participer à ce job dating pour accompagner des anciens malades dans le cadre de leur retour à l'emploi ou simplement pour reconstruire un projet professionnel. D'accord. Christine Badarelli, merci beaucoup. Nous allons enchaîner maintenant avec Virgile Ringard, qui est le fondateur de la start-up Figure. Alors, c'est une start-up qui accompagne les entreprises pour optimiser leur politique salariale en leur apportant des données qui viennent d'autres entreprises, des données RH qui viennent d'autres entreprises. On retrouve tout de suite Virgile Ringard. Je suis ravie d'accueillir maintenant Virgile Ringard, qui est le DG et cofondateur de la start-up Figure. Virgile Ringard, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Donc Figures sont à la fois les figures, les personnes, mais aussi les chiffres en anglais. Et puis, on le disait en préparant cette émission, les silhouettes même en anglais. Et derrière ce nom, il y a effectivement à la fois des données et des personnes. Parce que j'aimerais, pour commencer, vous nous présentiez un petit peu et l'origine de cette start-up et puis son activité. Bien sûr. Donc pour comprendre l'origine de la startup, il faut comprendre mon parcours. Modestement, moi j'ai fait 11 ans de ressources humaines. J'ai commencé dans la rémunération, puis j'ai fait des postes en ressources humaines un peu généralistes. Et dans des grands groupes, puis dans des groupes de taille moyenne, Criteo, c'était à peu près 3000 personnes. Puis DRH d'une petite startup. Et à ce moment-là, j'étais très frustré de 2 choses. Du manque de données de marché, spécifiquement pour le monde des startups, qui est un univers très mouvant. Et en plus, du manque d'outillage sur l'accès à des données de rémunération, qui est quelque chose qui existe de manière historique. Sur le manque d'outillage et le fait qu'il n'y ait pas eu d'innovation dans ce secteur-là depuis le début de ma carrière, depuis 15 ans. Et donc j'ai créé Figures en octobre 2020, et au début c'était pour donner accès aux décideurs RH de start-up à des données de marché en temps réel sur le marché de l'emploi en France, et maintenant c'est devenu sur le marché de l'emploi en Europe. Et c'est-à-dire la manière dont fonctionne Figures, c'est qu'on se connecte au système RH de nos clients, à tous les systèmes RH de nos clients, c'est-à-dire tous les clients qui rejoignent Figures acceptent qu'on récupère des informations de leur système RH, qu'on arrive à ramener de manière quotidienne. On agrège ces données-là de manière anonyme et on les restitue à tous nos clients. Ce qui permet à nos clients d'accéder à des données de marché, savoir combien est payé un développeur senior à Paris ou une data analyst en télétravail en France ou une responsable de produits à Berlin, etc. Donc des données RH, c'est principalement des données salariales. Et des données de métier, parce qu'il faut qualifier ça, c'est les données, données métiers au sens description des métiers. On arrive jusqu'aux descriptions, donc on a plusieurs catégories, grandes catégories de métiers, comme par exemple dans le développement, on fait la différence quand même entre le développement front, back, l'analyse de données, l'ingénierie de données, la data science, etc. Les niveaux de seniorité, d'expérience, parce qu'en effet, un développeur junior ne gagne pas la même chose qu'un développeur senior. La localisation.
en faisant la différence justement entre ceux qui sont positionnés à Paris, à Berlin, à Londres, comme ceux qui travaillent en télétravail, qui est maintenant à l'explosion du nombre de personnes en télétravail avec ses règles de rémunération En tout propres. cas, dans le métier de l'IT. Oui, exactement. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est assez intéressant dans toutes les fonctions support qui s'adaptent aussi progressivement. Et donc, et les données de salaire qui y sont associées. Ouais. Et donc, ce sont juste des données du secteur tertiaire? Alors, à l'origine, c'était vraiment ça. C'était des boîtes potentiellement, donc des plus petites entreprises dans le monde, principalement de l'informatique, de la tech et du digital. Mais on grandit de plus en plus, on sort de notre niche initiale et on a des groupes industriels, on a des groupes comme par exemple Leroy Merlin ou Decathlon, mais plus pour leur fonction IT et digital. D'accord. C'est-à-dire qu'ils restent quand même, eux, ils sont intéressés de savoir comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ce marché des entreprises IT et digital, sachant qu'eux ont des équipes entières, des centaines, des milliers de personnes dans ce domaine-là. Oui, alors donc, en fait, le service que vous apportez justement à ces entreprises et qui a du coup, qui est sorti de ce secteur de la start-up et de la scale-up plutôt numérique, ces services, c'est à la fois donc de la donnée, de l'analytique sur le marché, la capacité de se comparer et la capacité à construire une politique salariale derrière. Exactement, bah ça c'est exactement là où on en est. Au début, on était vraiment un outil d'analyse, donc accéder à des données de marché. En effet, on analyse le positionnement de marché de nos clients, on leur dit voilà où vous vous positionnez par rapport au marché, par équipe, par personne, c'est-à-dire qu'on identifie chez nos clients, par employé, comment sont leurs positionnements marché, chacun de leurs employés, est-ce qu'ils sont plutôt payés dans le haut du marché par rapport à leur poste, leur niveau de seniorité, etc. Donc, c'était vraiment un outil d'analyse et maintenant, on arrive dans une ère de aider les entreprises à créer leur grille de salaire, par exemple, aider à partager cette grille de salaire en interne, à faire leur revue de salaire, qui est un processus très lourd pour les entreprises. Donc, maintenant, on est vraiment, toutes les fonctionnalités que l'on sort actuellement sont dans la mise en action de la politique salariale. Alors, petite question, vous l'avez évoqué rapidement, c'est l'anonymisation des données, parce que je ne vous ai pas demandé combien vous aviez de clients, parce qu'évidemment, quand on travaille sur ce type de choses, il faut beaucoup de données, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, combien avez-vous de clients? On a 1200 clients. 1200, d'accord, de toute taille, beaucoup de startups encore. Oui, beaucoup de startups, de plus en plus de grands groupes, mais encore et pas mal de petites avec entreprises. Un dispositif de protection forcément des données, Exactement. parce que... Exactement, donc en plus on est certifié depuis la semaine dernière ISO 27001, donc quand même standard de sécurité. La protection des données depuis le premier jour, c'est un sujet essentiel. On gère des données tellement sensibles de salaire de nos employés que c'est évidemment l'enjeu numéro 1 pour nous. Et sur abonnement, c'est ça? Sur abonnement, oui, exactement, sur un abonnement annuel. Je le souligne parce que je ne sais pas si ça s'est bien entendu, mais en fait la différence entre ce qui existait déjà, des grandes bases de données fournies par des grands cabinets de conseil, etc., c'est que chez vous c'est en temps réel en fait. Ça va chercher la donnée chez vos clients en temps réel et donc vous pouvez l'utiliser aussi en temps réel chez vos clients. Exactement, donc en fait nous déjà, on va chercher la donnée, donc les clients historiques avec lesquels moi j'ai travaillé pendant des années, c'est une collection de données par an, on soumet, c'est assez fastidieux, beaucoup d'échanges de fichiers, de tableurs, etc. pour soumettre ces données de salaire, une seule fois par an. Et ensuite, eux agrègent ces données et restituent une enquête qui est souvent un rapport une fois par an. Et nous, on a une approche déjà, sur l'instantanéité de la donnée, on va la récupérer en effet tous les jours, on met à jour les données tous les jours chez nos clients, ce qui nous permet de suivre les tendances de marché par fonction, par localisation, etc. Surtout très intéressant actuellement avec... la tech en difficulté, mais l'inflation, donc de force contraire, comment ça impacte les salaires. Et aussi donc, le côté instantané de la prise de données, de la restitution de l'analyse, mais aussi le côté avoir un produit, un outil en ligne pour pouvoir dire, moi j'ai accès aux données, ah tiens, je veux filtrer les données pour ne voir que combien gagnent les gens qui font de la data science dans les entreprises de 500 à 2000 employés ou qui ont telle taille, tel niveau de financement, etc. Le tout sur un outil plutôt qu'avoir téléchargé des rapports et de se feuilleter des pages de rapports entières. Alors, moi, j'aimerais aussi utiliser un peu votre expertise sur le sujet, puisque forcément, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la rémunération au sens large du terme. Et vous avez un regard pointu de votre historique en RH, mais aussi du fait de Figure, qui a été créé en fin 2020, on l'a pas dit. Exactement. Ça, fin 2020. La question, c'est, on parle beaucoup de la quête de sens, et on a beaucoup dit que la quête de sens prenait pas le pas sur le salaire. Vous venez de le dire, maintenant, il y a quand même des questions du prix de l'énergie ou de l'inflation qui pèsent plus sur les individus. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'importance du salaire, que ce soit pour les employés en place, les candidats et les entreprises? Quelle place il prend aujourd'hui dans la rémunération au sens global du terme, on va dire? Ouais, je pense qu'il y a un côté très générationnel, il y a pas mal d'études qui le montrent, encore plus accentué par la sortie de la pandémie et le confinement qui a pas mal renvoyé les gens se sortir de leur quotidien, ça les a renvoyés vers la réalité de en fait qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais maintenant que j'ai pu aller mécaniquement au travail tous les jours, quel sens je donne à mon travail maintenant que je suis obligé de le faire depuis chez moi dans des conditions difficiles.
Donc ça a accentué cet effet quête de sens qui a pas mal mené à la grande démission, qui est par moments un peu surévaluée, mais qui est par moments un effet très présent de, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce travail-là? Et cette quête de sens peut prendre plusieurs formes. Ça ne veut pas dire que le salaire n'est plus important. Mais ça veut dire ce qui a été... Qu'est-ce que ça veut dire voilà, par rapport au ça salaire? veut dire, en fait, il faut que le salaire ne soit pas quand même un sujet. C'est-à-dire que oui, je veux retrouver du sens dans mon travail, mais je ne vais pas aller diviser mon salaire en deux, vu les conditions économiques actuelles, la baisse du pouvoir d'achat, etc., pour aller faire un métier. Mais je suis prêt à faire des sacrifices pour aller retrouver du sens. Et plus en plus de gens sont prêts à faire un sacrifice pour retrouver du sens. Et ce qui nous amène au sujet du salaire, la meilleure manière de le présenter, je trouve, c'est il faut que le salaire ne soit plus un sujet. Il faut qu'on arrive à un niveau pour qu'en fait, on puisse se concentrer sur autre chose. Et c'est vrai candidat-candidate à l'embauche, et c'est vrai en continu pour les salariés. Idéalement, personne en fait n'aime trop ce sujet de salaire, même en continu. C'est assez anxiogène, ces négociations, ces affrontements. Il faut que ce soit pas un sujet. Alors, ça conduit directement à ma question suivante, qui est celui de la transparence. Parce qu'en fait, pour que le salaire soit plus un sujet, faut que finalement, ce soit assez transparent du côté des entreprises. Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, la transparence? Et qui plus est, oui, votre service vient accompagner la possibilité de rendre la politique salariale complètement transparente. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la transparence du salaire et comment vous la voyez aujourd'hui chez vos clients? Ouais, c'est deux excellentes questions. La première sujet, quand on parle de transparence salariale, en fait, on utilise souvent ce terme-là, qui est en fait plus nuancé. Parce que nous, quand on parle de transparence des salaires, on parle déjà au sein de l'entreprise, de transparence sur la politique salariale. C'est d'avoir un peu plus de transparence des entreprises. Donc déjà, c'est un milieu historiquement très opaque. Donc le sujet de transparence et salaire, il y a un côté très oxymore là-dedans. En tout cas, en France. En France. C'est très différent selon les cultures, en effet. Par exemple, en France, même en Allemagne, c'est vraiment tabou. Dans les pays anglo-saxons, la parole est beaucoup plus libérée. En France, très tabou. Vraiment une boîte noire pour la plupart des gens. Et donc ça change. Et qu'est-ce qu'on entend par transparence salariale? D'abord, c'est transparence sur la politique salariale. Voilà comment on se positionne par rapport au marché. Est-ce qu'on veut payer au marché, un peu au-dessus, etc. Donc pas une transparence sur le contenu, donc sur les salaires, même par métier, etc., mais sur la façon dont on mène la politique salariale. Exactement. Ça, c'est le premier niveau de transparence que toute entreprise peut avoir. Le deuxième, nous on dit, c'est la transparence autour des process de rémunération. C'est-à-dire comment on détermine le salaire à l'entrée, d'être transparent sur voilà les choses qu'on va regarder. Est-ce qu'on regarde le diplôme? Est-ce qu'on regarde des années d'expérience? Qui détermine le salaire à l'entrée? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est l'équipe RH, etc. C'est le deuxième niveau de transparence. Le troisième, on l'applique à la grille des salaires. Être transparent sur la grille des salaires, c'est dire par poste, voilà les salaires applicables. Et c'est souvent une fourchette, c'est rarement un salaire précis, mais c'est dire sur tel poste, le salaire est de 40 à 48 000 euros annuels selon expérience, performance, etc. Ce qui permet déjà d'avoir une transparence aussi dans les petites annonces. Exactement. Et la dernière transparence, c'est ce qu'on appelle la transparence obscure, c'est la transparence sur les salaires individuels, qui est une pratique quand même peu courante, alors qui est en place chez nous, chez Figure, on peut en parler. Mais c'est quand même vraiment la transparence absolue. Par contre, ce qui arrive au niveau législatif, c'est la transparence sur les annonces en externe. Et pourquoi ça arrive? C'est en place aux États-Unis déjà, dans l'État de New York et de Californie. C'est en train de se démocratiser aux États-Unis. Ça va arriver en Europe. C'est une directive qui a été votée au niveau de l'Union européenne en décembre dernier, qui va obliger tous les États membres de l'Union européenne, dans les 3 prochaines années, à obliger les entreprises à communiquer cette fourchette de salaire en externe sur les annonces. Pourquoi? En fait, c'est la réduction des inégalités de salaire, le but. Et on l'a prouvé dans une étude chez Figures il y a quelques mois. Nous, on a posé la question à tous nos clients, quel degré de transparence ils avaient justement dans ces 4 degrés dont on parlait tout à l'heure. Et ce que l'on a vu, c'est que plus l'entreprise est transparente, plus les écarts de salaire homme-femme à poste égal étaient nuls. Et quand on regarde les entreprises qui sont transparentes de manière absolue, donc ce dernier degré de transparence, l'écart salarial à poste égal homme-femme est absolument nul. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est entre guillemets un autre service que vous apportez. Ça peut être l'accompagnement de la politique d'égalité ou d'équité. Exactement. On mesure ces écarts de salaire homme-femme instantanément à l'arrivée dans l'outil quand le client nous communique ces informations. Et donc nous, on a quand même une mission d'essayer d'aider les entreprises à prendre des décisions plus efficaces dans leur faire gagner du temps, mais aussi plus justes. Et ça va directement dans ce sens-là. Et donc, la transparence salariale, il y a un mouvement de tous les pays dans le monde, et dont l'Union européenne de pousser ça, d'amener les entreprises à les forcer à être plus transparents, parce que plus il y a d'informations disponibles, plus ça réduit les inégalités. Et donc c'est pour ça que ça arrive en France, ça arrive partout en Europe et ça arrive partout en monde. Petite question rapide, est-ce que ce n'est pas un privilège quand même de start-up ou en tout cas de jeunes entreprises qui a mis en place ce type de transparence dès le départ? Parce que mettre en place de la transparence quand on a, je ne sais pas, 10 000, 50 000 salariés et qu'on existe depuis 100 ans, c'est pas simple. Exactement, donc c'est bien plus simple à mettre d'entrée que de mettre plus tard, c'est sûr. Mais néanmoins, toutes les entreprises vont devoir y passer dans les 3 prochaines années. Donc, il faut qu'elles commencent à se mettre en action maintenant. Vous avez dans vos clients des clients qui essayent de se transformer et d'être plus complètement. transparents? Nous, et surtout, même en fait, les plus gros? même les plus gros. Et j'allais dire surtout dans les plus gros. J'ai D'accord. parlé à 2 responsables rémunération du CAC 40 dans le dernier mois. 2 disent que dans leur chantier à 3 ans,
Le mouvement vers la transparence salariale, c'est un de leurs sujets numéro 1. Et pourquoi? Parce que le mouvement vers la transparence, et vous venez de le sous-entendre, ça commence par la structuration. Parce qu'avant de communiquer sur notre grille, il faut s'assurer que ce soit un peu rangé en interne, qu'on n'ait pas des écarts injustifiés énormes. Par exemple, aux États-Unis, il y a un cas qui est assez intéressant. Donc, les entreprises sont obligées de communiquer sur leur salaire en externe sur leurs offres d'emploi. On a vu plusieurs cas de figure, dont un qui a complètement explosé sur Twitter, d'une employée qui a dit j'ai découvert sur une offre de mon entreprise que le salaire affiché pour mon poste était 30 000 € supérieur à ce que je gagnais. Donc, j'ai postulé en externe, et ce qui a fait un énorme bruit, etc. Alors, justement, ce qui fait peut-être qu'effectivement, il faut se structurer et, pour arriver à de la transparence, c'est que ça reste, ce sujet de la rémunération, un sujet humain. En face, on a des humains. Et donc, il y a des raisons parfois pour la différence de salaire. Il y a des raisons qui peuvent être historiques, de compétences un peu originales, aussi peut-être de profils qu'on a été chercher spécifiquement, donc qu'on paye un petit peu plus. Comment est-ce que ça rentre dans votre solution, cette partie qui est un peu subjective, on va dire, pas subjective, mais en tout cas, qui n'est pas basée sur de la donnée? Oui, ça c'est super important. Donc déjà, en effet, et c'est tout le paradoxe, d'où le nom figure, je vous l'ai souligné au début, c'est que c'est pas que des chiffres, c'est des gens. Et la rémunération, c'est une information qui est beaucoup connotée, qui est très chargée. C'est un vecteur de reconnaissance. Est-ce que je gagne autant que mes collègues de promo, que mes amis, que mon mari, que ma femme? Et donc c'est une information très sensible. Et donc en effet, c'est très dur des fois pour accepter pour les gens l'accès à l'information et de contextualiser l'information du salaire, c'est compliqué des fois pour les gens. Et en effet, il y a beaucoup de cas individuels, c'est pas une science exacte la rémunération. Personne n'a mis en point une formule disant vous Delphine, vous devez gagner tel montant à tel virgule près, c'est impossible. Et ça, c'est très dur à comprendre pour les gens. Donc nous, ce que l'on fait, on agrège les données parce qu'ils nous pensent être les critères déterminants principaux, en effet autour du poste, du niveau d'expérience, du nombre d'années d'expérience. La performance, c'est aussi un critère que l'on prend en compte quand on a de par les entreprises, la localisation. Mais ensuite, on donne ces informations-là pour les entreprises de baser leurs discussions sur des faits objectifs. Et ensuite, souvent, si on dit la moyenne d'un développeur senior en France est à 62 000 €, par tel niveau d'expérience, etc., ça leur permet de commencer la discussion sur une base objective. Bon, 62 000 € c'est la moyenne, mais telle personne, tel candidat, telle candidate, de par son expérience, de par sa connaissance d'une industrie spécifique, d'un outil spécifique, mérite d'avoir un peu plus, et peut-être que ce sera 64, peut-être 65. Mais en tout cas, on part de base objective. Parce qu'à défaut de base objective, on tombe dans la négociation permanente. Et ce qui est important, c'est de pouvoir l'expliquer. En fait, il faut qu'il y ait quelque part dans le dossier de la personne l'explication et qu'on puisse l'expliquer le jour où quelqu'un vient dire « bah oui, mais lui, il est payé 65, moi je suis 62, pourquoi ?» Exactement. Et alors, 2 raisons pour ça. De manière générale, moi ce que je dis à toutes les entreprises, c'est de se comporter dans la rémunération comme si un jour, les salaires vont fuiter, on va être transparent. Ça se force à être responsable de ses décisions et de savoir les expliquer. Et ce qui est encore mieux, parce que dans la directive dont je parlais tout à l'heure, un des éléments de cette directive, ça va être le droit à l'information des salariés. C'est-à-dire que les salariés vont avoir le droit, une fois que ce deviendra une loi en France et dans les autres pays, d'exiger de la part de son entreprise combien je suis payé par rapport aux autres personnes à mon poste. Et donc forcément, si la personne se retrouve sous-payée, sa première question va être pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc toute entreprise qui n'a pas de réponse à apporter va souffrir. Virginie Ringer, merci beaucoup. On va voir si la transparence se répand sur les rémunérations. En tout cas, on va terminer l'émission avec Pierre-Emmanuel Bourgoin, qui est DRH de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, qui justement va nous parler aussi du salaire. Nous clôturons maintenant notre émission avec Pierre-Emmanuel Bourgoin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de la SACD, donc Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui s'occupe notamment de reverser les droits d'auteur aux auteurs. Pouvez-vous nous en dire peut-être 2 mots rapidement? Alors la SACD effectivement est une société, alors juridiquement le terme exact c'est organisme de gestion collective, qui a pour activité, pour but de percevoir et de répartir les droits d'auteur dans le secteur de l'audiovisuel et du spectacle vivant. De façon un peu plus pratico-pratique, si vous allez au théâtre, il y a des chances qu'on intervienne derrière sur les autorisations pour les œuvres. Et puis, si vous regardez une série française à la télévision ou des films, il y a des chances que nous intervenions également et que nous ayons négocié des contrats avec les diffuseurs, les chaînes et les utilisateurs. Et concernant votre typologie d'employés, je crois qu'il y a 2 catégories, des plus jeunes,
des plus anciens et une certaine difficulté de recrutement aussi qui arrive, Oui, qui est déjà là. on a d'un point de vue sociodémographique, l'âge moyen des collaborateurs est de 45 ans, l'ancienneté moyenne est de 15 ans, et on a deux populations distinctes, une population qui a plus de 50 ans et qui est là depuis plus de 30 ans, et une population qui a moins de 30 ans et qui est là depuis moins de 10 ans. Tout ça est un petit peu je dirais la continuité logique de l'organisation de la SACD, avec des personnes qui sont très attachées à leur mission, à leur poste, et avec des nouveaux enjeux à affronter, et donc un besoin de renouvellement des compétences qui est un petit peu particulier, dans la mesure où on n'a aucune formation initiale qui forme au métier de la gestion des droits d'auteur en tant que tel. D'accord. Et alors, bon, notre sujet du jour, c'est la rémunération. Donc, c'est de ça qu'on va parler avec vous, la rémunération et les conditions de travail. Et pour démarrer, j'aimerais que vous nous parliez, il y a un peu de constantes sur lesquelles repose un peu à la fois votre entreprise et puis derrière, on va le voir, la politique de rémunération. C'est que d'une part, l'intérêt du travail, on parle souvent de quête de sens, le sens du travail est presque intrinsèque à votre mission, à votre activité, donc le droit d'auteur dans les secteurs dont vous venez de parler. Et puis, par ailleurs, il y a cette question de donner une rémunération juste, mais justement dans un contexte où derrière, il faut rémunérer les auteurs, donc il faut quand même que ce soit juste, mais raisonnable par rapport à l'entreprise elle-même. C'est ça, on a un équilibre qui n'est pas simple à trouver, parce que effectivement le financement de la SACD repose sur des perceptions sur les droits d'auteur, et donc on a une responsabilité à cet égard qui est d'être le plus efficient possible, tout en ayant cette obligation que d'assurer une juste rémunération à des personnes qui sont là pour percevoir, répartir, payer les auteurs, les accompagner tout au long de leur vie. Ceci étant, vous parliez du sens au travail, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des collaborateurs qui sont fondamentalement impliqués dans la mission qu'est la leur au service des auteurs. On n'a déjà pas de problème effectivement pour intéresser les collaborateurs à leur activité. Les difficultés qu'on peut rencontrer sont plus des difficultés qui sont liées au parcours professionnel qu'on peut assurer et qui sont directement en lien avec les questions de rémunération. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir cette mission, ce sens qui est intrinsèque à votre activité, facilite quand même la compréhension du fait que la rémunération, elle doit être un peu raisonnable par rapport justement à l'activité? Alors, ça facilite, mais ça nécessite d'être un petit peu créatif, ou en tout cas d'envisager les politiques de rémunération sous un angle peut-être un petit peu différent. Et aujourd'hui, on a voulu à la SACD une politique de rémunération qui était très claire, très transparente pour tout le monde, avec deux piliers qui sont assez traditionnels, une rémunération individuelle, une rémunération collective. La rémunération individuelle, dans la mesure où on recrute essentiellement sur les postes de juniors et qu'on fait progresser les personnes dans leur parcours professionnel, évolue au gré des mobilités et puis au gré du développement des compétences et de l'expertise sur les postes. Sur la partie rémunération collective, on a complètement refondu notre dispositif d'intéressement en 2018 et on le fait vivre de façon régulière. Je vais devoir le renégocier en 2023 d'ailleurs. Et l'idée, c'était de dire qu'on devait construire un dispositif d'intéressement qui était la contrepartie de la performance collective, permettant à chaque collaborateur d'avoir au moins un levier d'action sur la réalisation de nos objectifs. Alors peut-être que vous pouvez justement, c'est un des dispositifs que vous avez mis en place, comme vous venez de l'expliquer, pour, j'allais dire, à la fois fidéliser et puis à la fois attirer les candidats. Rentrer un peu dans le détail, parce que c'est un pilier important, cet intéressement, et ça fait plusieurs années que vous y travaillez. Oui, tout à fait. Alors historiquement, il y avait un accord d'intéressement qui était déjà présent à la SACD, mais qui était sur des indicateurs assez traditionnels, essentiellement des indicateurs financiers. On l'a complètement repensé avec 4 grands piliers. Le premier, évidemment, c'est un indicateur de performance économique de l'entreprise. Le deuxième, c'est un indicateur qui est directement lié à notre capacité à payer leurs droits à nos auteurs, puisque c'est un dispositif d'amélioration de nos suspens. Alors les suspens, c'est une donnée un petit peu technique, mais en fait, ce sont les droits qu'on a perçus et que nous ne sommes pas capables de payer, parce qu'on n'a pas les informations à jour, parce qu'on n'a pas les bonnes données sur les auteurs, etc. Donc ce deuxième gros pilier qui représente 25% du poids de l'intéressement. On a un troisième pilier qui est le pilier de la transformation de l'entreprise, qui regroupe un certain nombre d'indicateurs, et notamment des indicateurs en matière d'accompagnement du changement, en matière de certification ISO. Et puis on a un dernier pool d'indicateurs qui est lié à notre politique RSE.
D'accord. Et donc c'est des indicateurs qui sont collectifs dans l'ensemble, ou il y a des éléments individuels dans ces indicateurs? Alors, ce sont des indicateurs collectifs qui sont suivis de façon très périodique, puisqu'on a un suivi semestriel, enfin, au titre des 6 premiers mois de l'année, puis tous les mois. D'accord. Et ce ne sont que des indicateurs de performance collective sur l'ensemble de l'activité. D'accord. Et c'est quelque chose auquel vous avez abouti après un travail particulier en 2 mots, pourquoi le choix de ces 4 piliers peut-être, et est-ce que ça va évoluer? Alors, le choix des 4 piliers est assez proche des valeurs de l'entreprise. D'accord. Je vous parlais de notre besoin d'être très efficace, d'être très efficient dans notre relation aux auteurs. Typiquement, notre capacité à gérer l'activité avec un ratio de charge le moins élevé possible est un premier élément d'engagement. Et puis le deuxième, sur les suspens, est directement lié à ce que nous sommes capables de payer et la rapidité que nous pouvons avoir dans le paiement aux auteurs de leurs droits. D'accord. Dans la même optique, vous avez aussi renégocié, je crois, votre accord de télétravail, notamment depuis le Covid, Oui, avec plusieurs niveaux, il me semble, 12 jours, 100 jours, Tout à également fait. pour accompagner en cas de problème de santé. Oui, tout à fait. Alors, le télétravail à la SACD, c'est une vieille tradition, puisque dès 2012, on avait négocié un premier accord. Et puis, c'est vrai qu'avec la crise Covid, ça nous a incité à revoir notre organisation. Et aujourd'hui, on a un accord télétravail, effectivement, qui est un petit peu original, dans la mesure où il y a 12 jours de télétravail qui sont actés de fait pour tous les collaborateurs de la société. Ceux qui le souhaitent peuvent avoir jusqu'à 100 jours de télétravail supplémentaires sur une année. Et puis, on a mis en place un certain nombre de clauses, effectivement, de télétravail qu'on appelle exceptionnelles, soit au choix de l'entreprise, et notamment quand il y a des événements de grève ou des intempéries où on déclenche le télétravail exceptionnel pour ne pas obliger nos collaborateurs à venir sur site. Et puis, le deuxième cas, c'est dans des situations particulières, notamment des situations qui sont liées à la maladie, à la maternité, le cas échéant, à des situations de proches aidants, etc. Donc on a essayé de faire aussi un accord télétravail qui permettait à chaque collaborateur de s'en emparer en fonction de ses choix de vie. D'accord. Et ce télétravail s'accompagne aussi d'horaires, alors j'ai perdu le terme, mais... Modulable. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, on a effectivement aussi mis en place ces horaires modulables, en considérant qu'on a évidemment une présence qui est nécessaire sur des créneaux qui sont des créneaux finalement relativement étroits, puisque concrètement, on demande à nos collaborateurs d'être présents entre 10h et 12h et entre 14h30 et 16h30. Et indépendamment de cela, ils organisent leur temps de travail comme ils le souhaitent, en fonction évidemment des services, puisque ce n'est pas applicable de la même façon pour tous les services, mais chacun est libre d'organiser sa journée. D'accord. Et en plus de tout ça, il me semble que vous aviez aussi réfléchi, vous parliez tout à l'heure de l'évolution de carrière, donc des mouvements, mais il y a aussi, je crois, un suivi de compétences en cas de départ à la retraite notamment. Oui, alors ça c'est effectivement encore un autre dispositif. On s'est engagé dans un processus de certification ISO 9001 en 2016, avec un objectif qui était assez simple, qui était non seulement un gain de crédibilité, mais une capacité à nous améliorer de façon continue et permanente. Et dans ce cadre-là, on a fait le choix de certifier y compris un processus RH, qu'on a intitulé « Maîtrise des compétences et des connaissances », sur lequel on a greffé un certain nombre d'outils pour piloter justement les carrières et piloter les mobilités. Aujourd'hui, cet outil nous permet, par exemple, quand on a un départ à la retraite, à prévoir et à anticiper sur un poste qu'on considère comme étant clé dans l'entreprise, de l'anticiper quasiment avec 24 mois. Et donc, de mettre en œuvre toute une batterie d'outils pour accompagner le changement, réorganiser le service s'il le faut, identifier les bonnes personnes, mettre en place les plans de formation et les plans d'action pour accompagner les personnes dans la montée en compétences et en puissance sur ce poste-là. D'accord. Et il y a un élément également qui est une espèce de fourche, on va dire, soit le côté management, soit le côté expertise, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. Parce que c'est intéressant, parce que c'est souvent le problème. Ouais. On pense que pour évoluer, il faut juste prendre des responsabilités. Mais... Oui, c'est un peu peut-être une vieille croyance qui est de dire si je veux montrer que je suis bon dans mon métier, il y a un moment, j'aurais pas d'autre choix que de passer par la case managériale. Et en fait, on a fait le choix inverse, non pas de proscrire les évolutions managériales, mais d'acter le fait qu'on avait aussi besoin d'une grande technicité sur un certain nombre de métiers. Donc aujourd'hui, vous pouvez effectivement accéder à des fonctions managériales dès lors que vous avez envie d'accompagner des équipes, de les faire grandir, de les faire progresser, mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur des postes qui sont des postes d'experts, qui sont dédiés à des activités identifiées et sur lesquelles vos compétences sont des compétences qui s'exerceront essentiellement sur le métier, moins sur les équipes.
Alors, peut-être pour résumer un petit peu, en fait, ce qui apparaît au travers de ce travail que vous faites, c'est que c'est un espèce de travail au long cours ou permanent, de réflexion sur la rémunération au sens large, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, mais tout ce qui rentre, on va dire, dans les conditions de travail et la rémunération. C'est quelque chose que vous faites en fait en permanence, hein, cette réflexion sur l'intéressement, le télétravail ou la formation. Oui, on le suit un peu comme le lait sur le feu. Alors avec une grande chance, c'est que c'est une volonté de notre direction que d'aller dans ce sens, avec une forte sensibilité sociale et sociétale. Et donc oui, c'est un sujet qui est un sujet quasiment quotidien. Alors je peux pas dire que je repense tous les jours ce dispositif, mais en tout cas j'en suis de façon très 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 rapprochée l'exécution. Voilà, ça c'est un sujet, alors je peux pas dire d'inquiétude, mais en tout cas c'est un sujet d'attention particulier. Alors une petite question rapide, parce que Clémence évoquait le Covid tout à l'heure pour le télétravail, mais vous avez fait quelque chose d'un peu particulier aussi au moment du Covid sur les salaires, puisque forcément, audiovisuel et spectacle vivant, plus d'activité. Donc racontez-nous. Alors la crise Covid, effectivement, a été assez violente pour la SACD, alors surtout sur la partie spectacle vivant, puisqu'il y avait la fermeture des salles, il y avait les jauges après. Parce que les tournages se sont arrêtés aussi du côté... Il y a une partie, effectivement, pendant le premier confinement. Mais c'est essentiellement le spectacle vivant qui a beaucoup souffert de cette période. Et en fait, là aussi, il y a eu un choix de direction avec un engagement social et sociétal extrêmement important, puisqu'on n'a pas eu d'autre choix que de recourir à l'activité partielle. Mais on a constaté que enlever 15% ou 16% de rémunération nette parce que du coup, vous aviez le droit, avec l'activité partielle, c'est ça, à payer moins en fait, vos salariés. Hein, oui, pour revenir sur le dispositif, l'activité partielle, effectivement, on avait la possibilité de ne plus faire travailler les collaborateurs. L'ancien terme, c'était le chômage partiel. Mais là, c'est ne plus les faire travailler et maintenir une partie de leur rémunération à hauteur de 74% de mémoire du salaire net. Et 74% du salaire net, ce qui est déjà une belle chose, ou 74 ou 80%. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même un pourcentage important du salaire qui ne vous est plus versé, et on ne souhaitait pas ajouter à la crise sociale une crise économique. Et donc on a fait le choix de garantir et de continuer à verser 100% du salaire net pendant tout l'épisode d'activité partielle à tous les collaborateurs qui étaient en activité partielle. Ça a été une décision qui n'était pas évidente, parce qu'il faut aussi la défendre, il faut l'articuler. Ça crée inexorablement des questionnements, puisqu'on avait des collaborateurs en activité partielle, mais on en avait d'autres qui travaillaient. Mais ça a permis aussi à la société de très rapidement s'adapter à un contexte finalement qui est revenu beaucoup plus vite qu'on ne le pensait dans la norme. On avait par exemple négocié un accord sur l'activité partielle de longue durée qu'on a activé pendant quelques mois, là où on prévoyait qu'il s'applique pendant quasiment 24 mois. Voilà. Donc, Et en 2 mots, en fait, c'est un risque économique que vous avez pris, mais en fait, le résultat en termes RH, il a été positif. Il est très positif. Il est très positif puisque déjà, les collaborateurs n'ont pas cherché à aller ailleurs. Donc ça leur a permis de maintenir leur employabilité, de rester à la SACD. Nous, ça nous a permis de ne pas avoir à remplacer des personnes qui partiraient. Donc oui, globalement, le bilan est éminemment positif pour tout le monde, je pense. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir rapidement sur vos 2 catégories d'employés. On pourrait penser qu'avec un écart d'âge pareil, les exigences en termes de rémunération et de conditions de travail seraient différentes. Pourtant, à la SACD, en tout cas, c'est pas le cas. Vous pouvez nous en dire 2 mots peut-être ? De façon un peu caricaturale, on pourrait imaginer que quand on a des populations qui sont aussi distinctes en termes d'âge et d'ancienneté, il y a des attentes qui sont fondamentalement différentes. Et puis on se rend compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc on a fait le choix aussi de moduler nos dispositifs pour qu'on soit sur des dispositifs de rémunération à la carte. Et en fait, vous avez la possibilité d'être, quand vous êtes cadre, sur un forfait jour. Les personnes qui sont là depuis longtemps ont la possibilité de basculer sur ce forfait si elles souhaitent revaloriser leur rémunération de façon significative. Vous avez la possibilité d'adapter votre quotité de travail avec la mise en place d'un compte épargne-temps, par exemple. Et puis, on a mis en place tout un tas d'outils qui permettent en fait à chacun, en fonction de ses appétences, de ses envies, et pas nécessairement uniquement en fonction de l'âge ou de l'ancienneté, d'avoir un cadre social à la carte. Pierre-Emmanuel Bourgoin, merci beaucoup. Merci. Emmanuel, merci. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt pour notre prochaine émission qui aura lieu en juin sur un sujet complexe mais essentiel de la santé mentale. Bonne journée à tous.